Elle lui cria dessus, le blâma, menaça même de le faire sortir de l'avion. Mais lorsque ce jeune homme resta calme et contacta son oncle, le vol ne se contenta pas de ralentir. Il ne décolla jamais. Jamal Carter ne recherchait pas l'attention. À l'âge de 16 ans, il pensait qu'un grand voyage serait simple, juste monter dans l'avion, prendre son siège, sortir sa playlist et se détendre jusqu'à son arrivée. Cependant, ce matin-là, à l'aéroport international de Sacramento, quelque chose semblait bizarre dès le début. Pas de manière dramatique, juste des regards étranges et une tension non dite. Un agent de porte qui ne lui rendit même pas son sourire. Pourtant, Jamal garda son calme comme sa grand-mère lui avait appris. Ne donne pas aux gens des raisons de te juger. Elle lui avait toujours dit de dépasser leurs attentes. Il avait passé une semaine paisible avec elle à Reading, l'aidant à se remettre d'une opération du genou, faisant des courses, s'occupant de son jardin et l'assistant avec sa nouvelle télécommande. Rien d'extravagant, juste être là, le genre de visite qui rendait sa mère fière. Son vol de retour pour Atlanta avait une escale à Phoenix, et ce segment de Sacramento à Phoenix était le rapide. Mais cela allait s'étirer plus longtemps qu'il ne l'aurait prévu. En montant dans l'avion, son billet à la main, Jamal jeta un coup d'œil à son siège. 14A, un siège près du hublot, juste ce qu'il aimait. Il adorait regarder l'avion décoller, mais en arrivant à la rangée 14, il y avait déjà un gars dans 14A, avec des écouteurs, à moitié endormi. Jamal s'arrêta un moment, vérifia son billet, puis se retourna. Une hôtesse de l'air s'approchait de lui, ayant environ 50 ans, avec des cheveux blonds soigneusement attachés et un badge argenté sur lequel était inscrit T. Delacroix. « Excusez-moi, madame, » dit Jamal, gardant un ton posé. « Je pense que quelqu'un est dans mon siège. Je suis 14A. » Elle ne regarda même pas son billet. « Ce n'est pas votre siège, » répliqua-t-elle sèchement. « Vous êtes censé être à l'arrière. » Il cligna des yeux confus. « Non, j'ai été assigné à 14A par l'application. »« Il y a eu un changement à la porte. »« Vous pouvez vérifier, » interrompit-elle en haussant la voix. « Ne répondez pas. Je me fiche de ce qu'une application dit. Allez juste vous asseoir où on vous dit. » Des passagers à proximité levèrent les yeux. Un homme leva un sourcil. Une femme serra plus fort son sac. Personne ne prit la parole. Jamal prit une grande respiration. Il avait déjà été dans des situations délicates, mais celle-ci était différente. Pas seulement désinvolte, comme si elle ne le voyait même pas comme une personne, comme s'il n'était qu'un problème à écarter. « S'il vous plaît », dit-il de nouveau, gardant son ton calme. « Je pense qu'il y a eu une confusion. Pouvez-vous scanner le billet ? J'ai dit d'aller vous asseoir à l'arrière, où je vous ferai sortir, » répliqua-t-elle. Sa voix était maintenant forte, trop forte. Il scruta la zone. Des visages regardaient, des téléphones étaient sortis, mais toujours le silence. Un gamin de l'autre côté de l'allée observait avec des yeux ronds. Une femme âgée chuchota à l'homme à côté d'elle. Le cœur de Jamal battait, la chamade, pas par peur, mais par embarras et irritation. Il ne faisait rien de mal. Il le savait. Mais pourquoi avait-il soudain l'impression de devoir défendre son droit d'être là? Il sortit son téléphone, ouvrit l'application de la compagnie aérienne et la leva. « Cela montre 14A, » dit-il, lui montrant l'écran. Delacroix ne regarda pas. Elle croisa les bras et s'approcha. « Refusez-vous de suivre les instructions d'un membre de l'équipage, parce que c'est un délit fédéral. » C'est alors que quelque chose s'éclaircit dans l'esprit de Jamal. Pas de la colère, juste de la détermination. Il fouilla dans son sac à dos, sortit à nouveau son téléphone et composa le numéro de l'oncle Z. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il lorsque l'appel se connecta. Une fois cet appel établi, l'atmosphère du vol commença à changer. « Dis-moi tout, » dit Zachary Carter au téléphone, sa voix directe, calme et déjà en action. Jamal n'avait pas besoin d'en dire beaucoup, juste l'essentiel. Elle crie, elle m'a dit de m'asseoir à l'arrière, elle ne veut pas vérifier mon billet, les gens regardent. Je n'ai pas élevé la voix du tout. D'une rangée derrière lui, quelqu'un murmura « Laissez juste le gamin s'asseoir. » Déjà. Jamal resta debout, le téléphone dans une main, le billet dans l'autre.
L'hôtesse de l'air T. Delacroix s'approcha, se préparant à un affrontement. « C'est un appel téléphonique ?» demanda-t-elle brusquement. Jamal hocha la tête. « Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone pendant l'embarquement. Raccrochez. » Il ne fléchit même pas. « Je parle à mon avocat. » Cela l'a pris au dépourvu pendant un instant. « Qui est votre avocat ?» demanda-t-elle. Son ton empreint de scepticisme, comme si elle essayait de le prendre en défaut. Zachary se fit entendre à travers le haut-parleur. « Zachary Carter, division des droits civiques. Vous feriez bien de réfléchir à 2 fois avant d'escalader. De là. » Les yeux de Delacroix se plissèrent, mais elle ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se tourna vers l'avant de l'avion. « Capitaine, j'ai besoin qu'on retire quelqu'un de 14A. Le passager est non conforme et refuse les ordres. » Un faible murmure se répandit dans la cabine. Jamal l'entendit. Tout le monde l'entendit. Quelqu'un près de la fenêtre se pencha en avant. « Attendez, il n'a même pas encore pris son siège. » Une autre voix intervint. « Ce n'est pas juste. Il est juste debout là. » Une femme de l'autre côté de l'allée parla enfin plus fort. « Je l'ai vu, » dit-elle calmement. Delacroix se retourna. « Madame, veuillez ne pas vous impliquer. »« Non, » répondit la femme, « pas cette fois. » Jamal tourna légèrement la tête, tenant le téléphone plus près de sa bouche. « Oncle Z, les gens commencent à parler. Quelqu'un filme. »« Bien, » dit Zachary. « Dites-leur de continuer à filmer. Je contacte la compagnie aérienne tout de suite. Quel est le numéro de vol ?» Jamal le lut sur la plaque au-dessus du siège. « Rangée B, A, E, 43, 112. À destination de Phoenix. »« Compris. Reste calme. Ne lui dis rien d'autre. Tu as déjà fait assez. » Delacroix parlait maintenant dans son propre talkie-walkie, ses yeux allant de Jamal à l'avant de l'avion. Sa voix avait baissé, mais elle lançait des regards furieux à Jamal toutes les quelques secondes, comme s'il était une horloge qui tic-taquait qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et pendant tout cela, Jamal se tenait là, ni criant, ni en colère, juste attendant d'être traité comme un être humain. Un homme plus âgé, hôtesse de l'air, s'approcha prudemment, cheveux gris, badge indiquant G. Norel. Il ne portait pas la même hostilité, au contraire, il semblait mal à l'aise. « Fiston, dit-il doucement, puis-je voir votre billet ?» Jamal le lui tendit sans dire un mot. Norel l'examina, puis regarda l'écran de son appareil. Ses sourcils se soulevèrent légèrement, mais il ne dit rien. Après quelques secondes, il déclara « Vous êtes au bon siège. Il y a eu une réaffectation à la porte. » Delacroix avait aussi entendu cela. Elle réagit rapidement. « Ça ne peut pas être vrai, » dit-elle. « 14A ?» Le manifeste montre toujours un autre nom. « Non !» interrompit Norel, continuant à lire. « Son nom y est maintenant. C'était un changement de dernière minute. C'est dans le système. » Le silence qui suivit était plus lourd que tous les murmures précédents. Jamal ne dit rien. Il ne sourit pas. Il n'avait même pas l'air satisfait. Il se contenta de se déplacer sur le côté, s'assit en 14A et garda son téléphone dans son fauteuil. Delacroix se tourna et marcha vers la cuisine. Quelques passagers se penchèrent dans l'allée, impatients de saisir le moment. Quelqu'un murmura « Elle va le regretter ». Le cœur de Jamal battait toujours, mais il se força à respirer, lentement. Il envoya un texto à son oncle. « Il le voit maintenant ?» Zachary répondit par texto. « Bien, laisse-moi gérer le reste. » Mais même alors que Jamal s'installait dans son siège, les choses commençaient déjà à changer en coulisses, et ce vol n'allait pas aller bien loin. De retour dans son bureau à Oakland, Zachary Carter était en train de faire les 100 pas, Bluetooth dans une oreille, ordinateur portable ouvert. Son assistante, Lena, cherchait les données de vol, les contacts de la compagnie, des termes juridiques. Zachary ne perdait pas de temps, il ne l'avait jamais fait. Il avait passé des années à bâtir une réputation qui faisait trembler les institutions quand elles entendaient son nom. Les droits civiques n'étaient pas juste son travail, c'était personnel. Et cela, un garçon de 16 ans, son neveu, ciblé avant le décollage,
cela ne serait pas balayé sous le tapis. Obtenez-moi un contact direct au département juridique de Blue Air, ordonna-t-il à Lena. Évitez la ligne PR. Déjà sur le coup, répondit-elle, casque sur les oreilles. De retour dans l'avion, Jamal regardait par la fenêtre, les doigts toujours serrés autour de son téléphone. Son estomac s'était un peu apaisé, mais son esprit continuait de rejouer le moment encore et encore. Il n'était pas en colère, pas encore, juste épuisé et déconcerté. Pourquoi semblait-il toujours que les autres s'attendaient à ce qu'il se rétrécisse? L'homme assis à côté de lui dans la quarantaine, portant une casquette de baseball usée et les bras croisés, se déplaça légèrement et dit sans le regarder « Cette femme est allée trop loin ». Jamal le regarda, surpris. « Elle s'est acharnée sans raison », ajouta l'homme. « Vous avez été poli. »« Merci », répondit Jamal doucement. Quelques rangées plus loin, quelqu'un se leva, une jeune femme en hoodie jaune. Elle éleva la voix suffisamment pour que les rangées environnantes entendent. « Hé, si quelqu'un d'autre a vu ce qui vient de se passer, sauvegardez vos enregistrements, ne les supprimez pas, la vérité compte. » Plusieurs téléphones se levèrent plus haut. Des voix murmuraient en accord. À l'avant, Delacroix était toujours au téléphone intercom. Son ton avait baissé, incertain. Le pilote avait été informé d'une perturbation et elle avait utilisé les mots « passager non conforme ». Plus d'une fois, mais elle n'était plus en contrôle du récit. La cabine avait été témoin de trop de choses. Pendant ce temps, Zachary avait l'équipe juridique de Blue Air en ligne. Un avocat junior répondit, son ton légèrement désintéressé, jusqu'à ce que Zachary prononce son nom complet. Cela changea l'atmosphère. Il s'agit d'un passager sur BAE 4312, actuellement en train de taxi à Sacramento, déclara Zachary. Mon client, mon neveu Jamal Carter, a été publiquement confronté, mal représenté et humilié par l'un de vos membres d'équipage, T. Delacroix. J'ai plusieurs témoins, des enregistrements en direct et des confirmations de passagers. Votre employé a refusé de vérifier ses informations d'embarquement, a tenté de le relocaliser sans justification et a menacé des charges fédérales. La ligne resta silencieuse un moment. « Je ne suis pas entièrement informé sur cela. »« Non, vous ne l'êtes pas, » répondit Zachary. « Mais vous le serez, parce que si cet avion décolle avec elle encore à son bord et sans intervention officielle, votre compagnie aérienne fera face à une action civile avant même que le train d'atterrissage ne touche le sol. » Le silence s'étendit à nouveau. « Je vais informer le capitaine, » dit l'avocat, son ton désormais sec. « Veuillez patienter. » De retour dans l'avion, quelque chose se passait clairement. La voix du capitaine résonna à travers le haut-parleur calme et professionnel. « Mesdames et messieurs, nous avons été informés d'un problème qui doit être traité avant le départ. Nous allons retourner à la porte d'embarquement sous peu. Veuillez rester assis. » Un frisson collectif parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards. Certains étaient surpris. D'autres hochèrent la tête avec compréhension. Jamal se pencha en arrière, regardant l'avion tourner lentement loin de la piste. De l'autre côté de l'allée, une hôtesse de l'air, pas Delacroix, s'approcha de lui, plus jeune, à la peau brune, visiblement anxieuse. Elle s'agenouilla à côté de sa rangée, baissant la voix. « Je veux juste dire que j'ai vu ce qui s'est passé et je suis désolé. Cela ne devrait pas vous arriver. » Jamal hocha légèrement la tête. « Merci. » Elle hésita, puis ajouta « Vous avez géré cela mieux que la plupart des adultes ne le feraient. » Jamal ne répondit pas. Il était encore en train de traiter, essayant d'équilibrer entre rester calme et juste vouloir pleurer. Pas par faiblesse, mais par ras-le-bol de moments comme celui-ci. L'avion était presque de retour à la porte lorsque l'appel de Zachary vibra à nouveau. « Elle est en train d'être mise à l'écart, » dit-il d'un ton plat. « Ils ne lui permettent pas de voler. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Reste tranquille. » Mais alors que Jamal restait calme, l'équipage de vol était maintenant dans le désarroi et ce qui allait suivre transformerait ce retard en nouvelle nationale. Alors que l'avion s'arrêtait à la porte, les lumières de la cabine s'allumèrent,
Personne ne se leva encore, mais l'énergie avait changé. On pouvait le sentir. La façon dont les passagers murmuraient avec plus d'intention maintenant, le bourdonnement constant de la curiosité se transformant en quelque chose de plus aigu. La porte s'ouvrit. 2 agents de sécurité de l'aéroport montèrent à bord, suivis de près par un superviseur de Blue Air en blazer marine, son visage tendu d'urgence, les yeux balayant les rangées avant de se poser sur Jamal, puis sur Delacroix. « Mademoiselle Delacroix !» dit la superviseure d'un ton sec. « Nous devons vous parler à l'avant de la cabine. » Delacroix tenta de maintenir une expression neutre, mais sa bouche tressaillit alors qu'elle se leva et les suivait dans l'allée. En passant devant la rangée de Jamal, elle ne lui jeta pas un seul regard. Derrière lui, la femme en hoodie jaune murmura « Enfin !» Les passagers observèrent en silence. Certains filmaient, d'autres observaient simplement, téléphone prêt, mais pas levé, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Cela ne prit pas longtemps. 10 minutes plus tard, la superviseure revint seule. Cette fois, elle s'approcha de Jamal. « Monsieur Carter », commença-t-elle s'agenouillant pour ne pas le dominer. « Nous nous excusons sincèrement pour ce qui s'est passé. Je veux que vous sachiez que l'hôtesse de l'air impliquée ne poursuivra pas ce voyage. Vous n'avez rien fait de mal. » Jamal croisa son regard. « Pourquoi? A-t-il fallu un appel téléphonique pour que je sois entendu ?» La question resta dans l'air. Elle déglutit. Parfois, il suffit d'une voix pour réveiller tout le monde. Avant qu'elle ne puisse développer, le capitaine entra dans la cabine et parla aux passagers par l'intercom. « Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Nous traitons une question de personnel et nous reprendrons l'embarquement sous peu. Si vous avez besoin de vous étirer, n'hésitez pas à le faire maintenant, mais veuillez rester près de vos sièges assignés. » Personne ne bougea. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer ensuite. L'homme assis à côté de Jamal se pencha à nouveau vers lui. « Vous avez du courage, gamin. J'ai vu des hommes adultes pliés dans des situations comme celle-là. » Jamal ne répondit pas, mais il apprécia le compliment. Puis vint la prochaine surprise. Une hôtesse de l'air s'approcha à nouveau de Jamal, cette fois avec un bond de réaffectation de siège. « Monsieur Carter, » dit-elle d'un ton plus doux, « nous aimerions vous déplacer au siège 2A pour le reste du vol. » En première classe. Jamal cligna des yeux. « Je suis bien ici. Ce n'est pas une récompense, » ajouta-t-elle rapidement. « C'est juste plus calme, et nous avons pensé que vous pourriez apprécier un peu d'espace. » Il la regarda, puis la section vide de première classe visible à travers le rideau. Une partie de lui voulait rester en 14A pour faire une déclaration, mais il sentait aussi le poids de tous les regards, toutes les suppositions silencieuses qui pesaient sur lui. Il se leva. Bien sûr, en marchant vers l'avant, les passagers dans sa section ne se contentèrent pas de regarder. Quelques-uns hochèrent la tête, subtils mais solidaires. La femme en hoodie jaune lui sourit. Un jeune homme leva un poing vers sa poitrine, pas haut, juste assez. Il prit place en 2A et s'assit tranquillement, son sac à dos à ses pieds. De cette position, il pouvait voir tout l'avion. Il se sentait plus petit maintenant, plus gérable, mais pas plus simple. De retour à Auckland, Zachary regardait alors que le premier post viral émergeait, une vidéo avec plus de 15 000 vues en 10 minutes. Il secoua la tête. Ils vont le ressentir. Lena leva les yeux de son bureau. « Voulez-vous que j'envoie un communiqué officiel ?»« Pas encore, » répondit-il. « Laissez mijoter. » Mais alors que l'avion se préparait à décoller, à nouveau, la véritable tempête n'était pas derrière eux. Elle était juste en train de frapper l'opinion publique. Au moment où l'histoire de Jamal atterrit sur Internet, la température à l'extérieur de l'avion était la dernière des préoccupations de quiconque. Ce qui avait commencé comme un filet de publications de passagers éparpillés se transforma en un déluge. En moins d'une heure, des vidéos, des tweets, des captures d'écran de l'application de billets, tous documentant la même histoire sous différents angles. Un adolescent faussement accusé, une hôtesse de l'air criant, un refus tranquille.
de céder et un appel qui inversa la tendance. Dans le siège 2A, Jamal ne savait pas encore à quel point cela était devenu viral. Son téléphone vibrait sans cesse, mais il l'ignora, non par fierté. Il ne savait tout simplement pas quoi dire. La situation entière ne semblait toujours pas réelle. Une hôtesse de l'air lui proposa de l'eau. Il la remercia. Elle resta un moment, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais ne le pouvait pas. Elle se contenta de hocher la tête et s'en alla. L'avion finit par décoller, avec près de 2 heures de retard. Dans le terminal, plusieurs personnes regardaient leurs écrans, témoignant d'une histoire qui se déroulait en temps réel, tandis que le véritable sujet de celle-ci se trouvait à 30 000 pieds au-dessus d'eux. Au moment où Jamal atterrit à Phoenix, il avait plus de 50 textos non lus. Sa mère avait appelé 5 fois. Son cousin aîné lui envoya une capture d'écran d'un article d'un journal local couvrant déjà l'histoire. La vidéo des passagers déclenche un débat sur le biais racial des compagnies aériennes. À la porte, un représentant de Blue Air l'attendait, une femme dans la trentaine, avec un badge de nom bien clippé et un sourire de relations publiques qui tenait à peine. « Monsieur Carter », dit-elle alors qu'il sortait dans le terminal, nous souhaitons vous présenter nos plus sincères excuses et vous offrir un bon pour des vols futurs. Jamal cligna des yeux à cela. C'est tout? Elle se déplaça légèrement, toujours souriante. Nous examinons également les protocoles internes. Il laissa cela s'installer un moment, puis demanda « Avez-vous regardé la vidéo ?» Elle hésita. « Oui. » « Et vous êtes toujours là à m'offrir un bon comme si ça réglait quelque chose ?» Le sourire se fissura légèrement. « Nous prenons cela très au sérieux, je vous assure. » Jamal hocha simplement la tête, pas par accord. Il en avait fini de donner aux gens plus qu'il ne lui en donnait. De retour à Oakland, Zachary refusait chaque demande d'interview. Il n'avait pas besoin des projecteurs. Il voulait de la responsabilité. Blue Air publia un communiqué, un discours d'entreprise, un poli plein de langage stratégique. Ils parlèrent d'un malentendu, promirent d'examiner les protocoles de conduite interne et remercièrent Jamal Carter pour sa grâce et sa coopération. Pas d'excuses, pas de nom, pas de responsabilité. Zachary écrivit lui-même une réponse et la publia à travers un journal juridique. Ce qui est arrivé à mon neveu n'était pas un malentendu. C'était un reflet clair de qui reçoit le bénéfice du doute et qui ne l'obtient pas. C'était un rappel que trop de jeunes garçons noirs sont traités comme des menaces avant même qu'ils ne parlent. Mon neveu était calme, poli, patient. Cela ne l'a pas protégé. Ce qui l'a protégé, c'était un appel téléphonique, et cela devrait troubler chaque personne qui lit ceci. L'article devint viral en moins de 24 heures. L'action de Blue Air chuta le lendemain matin. Pendant ce temps, Jamal tentait de mener une vie normale, mais les gens ne le laissèrent pas faire. Il était maintenant le gamin de l'avion, qu'il le veuille ou non. Pourtant, quelque chose le marquait, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Le soutien. Pas seulement de la part des amis et de la famille, mais de la part d'inconnus, des gens d'autres États, d'autres adolescents de son âge, des adultes qui voyaient leurs propres histoires reflétées dans son silence. Des lettres commencèrent à arriver par la poste, des notes manuscrites. Une femme à Pittsburgh écrivit « Mon fils n'a que 12 ans, et je prie pour qu'il grandisse avec la même force que vous avez affichée. » Un enseignant retraité du Kansas écrivit « Vous n'avez pas seulement pris la parole, vous avez été présent. Cela compte. » Jamal ne répondit pas à toutes ces lettres. Il ne savait pas quoi dire encore, mais il les garda dans une boîte sous son lit. Mais pendant que d'autres le qualifiaient de héros, Jamal commençait à peine à saisir ce que cela signifiait de porter une histoire qui ne semblait pas être la sienne. Quelques semaines après l'incident, la vie commença à reprendre son cours. Jamal n'était plus en tête d'affiche. Les cycles d'actualité se déplaçaient, le bruit des médias sociaux s'estompait. Mais l'histoire restait avec les gens, ceux qui la comprenaient vraiment pour ce qu'elle était.
L'école, Jamal apprit à marcher dans les couloirs sans réagir aux murmures. Il se concentrait sur ses cours, continuait à se présenter, continuait à travailler. Son GPA n'avait pas chuté, même si la pression avait failli briser sa concentration plus d'une fois. Ce qui le surprenait le plus, ce furent les conversations discrètes, pas celles de présentation, les véritables. Un jour, en cours d'histoire, un gamin qu'il connaissait à peine le tapa sur l'épaule, après que tout le monde soit parti. « J'étais dans un vol le week-end dernier », avoua-t-il. Un gars derrière moi a commencé à crier à propos de son siège, et l'hôtesse n'a rien dit, juste sourit et l'a aidé. Jamal ne répondit pas. « J'ai pensé à vous tout le temps », ajouta le gamin. Un autre jour, un concierge, M. Daniels, qui travaillait à l'école depuis des années, attrapa Jamal près des distributeurs automatiques. « Tu m'as rendu fier, jeune homme. La plupart des gens ne restent pas calmes quand le feu est juste devant leur visage. » Jamal leva les yeux. Cela ne ressemblait pas à du calme, cela ressemblait à retenir ma respiration. Monsieur Daniels hocha la tête. « Ça compte toujours. » Jamal recommença à écrire. Rien de majeur, juste dans un carnet notant ses pensées pour les sortir de sa tête afin qu'elles ne continuent pas à tourner. Parfois, il écrivait sur ce jour-là. Parfois, il ne le faisait pas, mais cela l'aidait. Zacharie prenait des nouvelles chaque semaine. « Veux-tu rendre cela public à nouveau ?» demandait-il. « Nous pourrions pousser pour une formation sur les politiques, même des règlements. » Mais Jamal continuait de dire non, du moins pour l'instant. Il ne voulait pas être utilisé par des gens cherchant la popularité. Il ne voulait pas être emballé. Il voulait simplement vivre. Pourtant, le poids de cela ne disparaissait pas. Être le gamin qui a passé l'appel venait avec quelque chose de plus lourd que l'attention, des attentes. Les gens voulaient qu'il parle, qu'il mène, qu'il porte. Mais il n'était pas un mouvement. Il était un adolescent essayant d'obtenir son diplôme, et peut-être d'aller à Howard comme son oncle. Et pourtant, il ne pouvait pas ignorer comment les choses avaient changé, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui se voyaient en lui. Alors un soir, assis dans sa chambre, Jamal ouvrit un nouveau document vierge sur son ordinateur portable et tapa « Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester calme quand quelqu'un veut que vous craquiez. » Il ne le posta pas, il le sauvegarda pour l'instant, car peut-être que la leçon ne consistait pas à devenir un leader du jour au lendemain, peut-être qu'elle consistait à reconnaître ce que vous portez, comment vous le portez, et à comprendre que vous n'êtes pas seul. Peut-être que c'était avoir quelqu'un à appeler et être quelqu'un à qui d'autres peuvent se tourner quand ils ont besoin de le faire. Peut-être que c'était parler même quand votre voix tremble et montrer que le silence peut encore posséder du pouvoir s'il est rempli de vérité. Les gens affirmaient que Jamal avait changé ce jour-là, mais il n'avait pas changé. Il avait simplement révélé quelque chose que le monde ne s'attendait pas à voir. Pas de colère, pas de défi, juste une clarté calme et stable face à l'ignorance. Et parfois, c'est suffisant pour ébranler les fondations. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Des histoires comme celle de Jamal se produisent plus souvent que nous ne le réalisons, mais tout le monde n'a pas quelqu'un comme Zacharie à l'autre bout du fil. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la, discutez-en, demandez-vous. Comment vous réagiriez si cela se passait devant vous? Parce que parfois, le changement commence par qui décide de se tenir ou de s'asseoir au bon endroit. Et si vous croyez que plus de gens doivent entendre des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner.